Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise. Pour l'instant j'ai toujours pas de lumière, donc on va faire avec ce qu'il faut. Ses cheveux, n'y prêtez pas attention, il y a urgemment besoin d'aller au coiffeur, on dirait un vieux hippie qui est pas allé chez le coiffeur depuis 3 mois, c'est un peu ça. C'est un objet de lecture où il y a eu quand même une déception assez conséquente, mais des livres qui étaient quand même sympas dans la globalité. Je vous en présente 3 livres de fantasy de genres très différents dans l'imaginaire. On commence tout de suite. Je pense qu'on va commencer par la déception, comme ça sera fait, et puis comme ça j'en aurais parlé et j'aurais tourné la page. Ça me met un peu mal à l'aise d'en parler de ce livre parce que j'ai pas envie de blesser l'auteur. C'est beaucoup plus facile pour moi de mettre des points négatifs quand c'est des auteurs qui sont étrangers et qui sont pas susceptibles de comprendre le français. Quand on sait que les auteurs peuvent tomber sur les vidéos et qu'on n'a pas grand chose de positif à sortir de leur récit, c'est toujours un petit peu compliqué. Surtout que là c'est vraiment une question de goût et que malheureusement ça fait le 2e livre de l'autrice que je lis et le 2e livre que je n'apprécie pas et je pense que tout simplement ce n'est pas fait pour moi. Voilà, on va pas y aller par 4 chemins. Je vous présente donc Les Noces de la Renarde. C'est un livre donc de Floriane Soulas. Floriane Soulas, je crois qu'elle a eu un prix des Imaginales, si je ne dis pas de bêtises, pas pour celui-ci, peut-être pour son précédent qui était Rouille. Rouille, j'avais plutôt bien aimé l'enquête, j'avais surtout été un peu décontenancée par le manque de dénonciation de certains points qui étaient quand même assez essentiels au récit. On parle quand même de prostitution dans ce récit, il n'y avait pas du tout de questionnement bien traité autour de la question, je trouve. Et la révélation de fin, elle était un peu... Voilà, ça m'avait pas emballé, mais tout ce qui était enquête, steampunk, il y avait des bonnes idées, en soi le récit était plutôt sympa. Même si j'avais pas été emballée de ouf. Là, Les Noces de la Renarde, c'était une déception. Et ça a été une déception parce que malheureusement le sujet, j'avais des attentes. Fantasy d'inspiration japonaise qui n'est pas écrite par quelqu'un qui est japonais de base, mais c'est un récit qui me tentait par cette question-là, parce que la fantasy asiatique, j'en ai lu vraiment c'est Ken Liu, donc c'est de la silkpunk, donc c'était quelque chose d'assez sympa, construit, poussé, donc j'avais été plutôt servie, et c'est vrai que Ken Liu c'est plutôt sur la Chine, même s'il y a des inspirations du Japon, on est plutôt peut-être sur une inspiration chinoise, donc là je me suis dit, japonais, c'est pas la première fois que tu lis de la fantasy japonaise, parce que bah, t'en as lu énormément, et t'en as vu énormément dans les animés, et ça a créé en fait la déception, parce que c'est donc un récit qui parle des yokai. Les yokai, ce sont des esprits dans la mythologie japonaise qui sont donc gardiens des forêts, bref, ce sont des sortes de dieux à qui on fait des offrandes, voilà. C'est dès que vous avez lu un manga ou deux, vous êtes un peu au courant parce que c'est quand même une mythologie qui est mise en avant. Dans Naruto, nous avons le démon renard à 9 queues, les kitsune sont un peu liés à ça, donc bref, les kitsune ce sont des renardes. C'est le sujet donc de ce récit qui est découpé en 2 parties, en 2 laps de temps différents. C'est-à-dire qu'on va suivre le Japon médiéval, c'est ce qui m'avait vraiment intéressé au début, et le Japon moderne. Il faut savoir que tout le côté Japon moderne m'a vraiment pas intéressé dans le récit. Voilà, c'est dit, et le Japon médiéval, j'ai été déçue sur le fait que je m'attendais à énormément plus au niveau de la mythologie, au niveau de l'histoire. Tout simplement, je trouve que c'est assez cliché de la mythologie japonaise. Donc on suit l'histoire en fait d'une femme qui est une kitsune, donc c'est un esprit de la forêt qui peut se transformer en renard. Dans son sillage, donc dans sa famille, dans cette sorte de famille, elle est celle qui chasse. Un jour, elle tombe sur des humains et elle décide d'en sauver un parce qu'ils ont vu Les Noces de la Renarde. Ça je ne connaissais pas, mais c'était plutôt poétique. C'est un des seuls points positifs que j'ai vraiment tiré de ce récit, c'est qu'il y a cette noce des renards est vraiment très sympa, très détaillée. Tout le côté un peu famille, tout c'est très bien traité. Les personnages là sont plutôt sympas. Et donc on suit ces personnages là. Qu'est-ce qui va devenir, voilà. Je vous laisse la surprise. Et en parallèle, on suit dans notre monde moderne une jeune fille qui est capable de voir les yokai, les esprits, n'a pas connu son père, et qui va être embarquée dans une histoire pour retrouver un yokai qui fait n'importe quoi, qui tue des gens. Voilà, il fait n'importe quoi, il tue des gens. Voilà. Donc on a ces 2 histoires en parallèle qui se répondent, et comme dans toute histoire en parallèle, tu sais que c'est lié, et donc t'as aucune surprise à la fin de la liaison en fait, parce que c'est évident de savoir que ces récits sont liés, sinon on n'en parlerait pas ensemble. Donc en fait, Les Noces de la Renarde, en point positif, tout le contexte familial du Japon médiéval est très sympa, il y a voilà, une espèce de poésie, quand on aime le Japon et un peu les kitsune, il y a ce côté un peu sauvage qui ressort, qui est assez sympa. On retrouve le côté yokai, très sympathique, moi que j'aime beaucoup. On retravaille donc une légende japonaise sur ces kitsune et Les Noces de la Renarde qui est plutôt
intéressante et pas déjà vue énormément dans la littérature japonaise. Et donc ça c'est vraiment pour moi le côté sympa du récit. On s'attache au personnage principal, on s'attache à ce soupçon de mythologie, bref, ça c'était assez sympa. Dire aussi, le deuxième point positif, c'est qu'il y a quand même de la représentation LGBT, et ça c'est cool, même si elle est hyper active dans le récit, mais pour le Japon je trouve ça vachement bien parce qu'on sait très bien que c'est un pays qui a beaucoup de mal avec ça, même s'il y a énormément de publications yaoi yuri, donc des publications de mangas qui représentent des couples LGBT. C'est pas la majorité, c'est quand même très répréhensible, c'est très mal vu par la société, bref, c'était intéressant de voir ça, et puis voilà, d'avoir un côté qui change, et ça c'est cool, et voilà, c'était une jolie petite amourette, très rapide, mais jolie. Bref, tout ça c'était sympa. Après malheureusement j'ai des points négatifs à émettre et ça c'est totalement subjectif de ma part, c'est-à-dire que j'ai été déçue sur la mythologie japonaise. J'ai été déçue parce que malheureusement j'ai lu pas mal de choses donc qui étaient en rapport avec les yokai, j'ai vu plein d'animés. Voilà, c'est un thème qui est assez présent dans l'anime shoujo, on en a quand même vu pas mal. J'ai donc lu des mangas qui parlaient du sujet, on va pas aller plus loin, mais il y a quand même des mangas qui sont très très connus qui parlent de ce sujet-là. Et ensuite, le point aussi, au-delà des animés et tout qui étaient assez enfantins, j'ai lu des yaoi, j'ai vu des animés où c'était plus poussé. Et en fait, je m'attendais à quelque chose d'assez adulte par la couverture, vraiment, par la couverture, le pitch, voilà, le Japon médiéval, je m'attendais à quelque chose de plus adulte, et en fait c'est très adolescent dans la façon dont c'est traité. Mais même si c'est violent, je trouve que ça allait pas assez dans les mythes, on va dire, japonais. J'ai été en fait, je m'attendais à beaucoup plus en traitement du personnage. La kitsune, déjà, c'est un cliché, on va dire, de la littérature japonaise, on va dire, fantastique, parce que les renards, les démons renards, bref, tous les renards, on en bouffe à toutes les sauces, dans tous les animés, tout ça, parce que c'est un des premiers, on va dire, c'est une des premières créatures, comme le vampire et le loup-garou, qui sont exposés, alors qu'il y a plein de yokai différents. On voit pas d'autres, on voit quelques autres yokai mais ils sont pas très bien exploités, et donc ce qui fait que j'ai été un petit peu décontenancée parce que j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai lu des yaoi qui étaient vraiment tellement mieux sur le traitement des univers, alors peut-être parce que j'adhère plus quand c'est du dessin, peut-être, c'est peut-être ça aussi, parce que les auteurs japonais arrivent à transmettre, voilà, des magnifiques paysages, arrivent à transmettre une ambiance qu'on esquisse ici mais qu'on pousse pas à bout. Bref, il y a ce côté Japon qui m'a déçu, et puis le côté moderne. J'ai trouvé le personnage principal assez agaçant, c'est une gamine voilà, qui se comporte comme une gamine, et voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire qu'à la recherche du père et tout, c'est assez cliché dans les thématiques de recherche, et en fait l'enquête, on se doute vraiment je veux dire, il n'y a pas de surprise à la fin, quand ils font la révélation finale, tu fais bah oui, mais on s'en était douté en fait depuis le début, et en plus ça s'enchaîne, c'est très prévisible, donc voilà, au niveau de l'enquête, j'ai pas été interrogée comme dans l'enquête de Rouille que j'avais trouvé plus intéressante et plus poussée. Donc voilà, ça a été une déception malheureusement. J'espère que ce livre vous a quand même plu pour ceux qui l'ont lu, parce que ça peut être une entrée dans la littérature japonaise fantastique. Je pense que c'est très bien pour commencer, mais si ça fait des années, je veux dire moi ça fait plus de 10 ans que je lis des mangas, que je regarde des animés, et pour moi c'est de la redite en fait. Ça effleure vraiment beaucoup ce dôme en fait de la fantaisie japonaise qui est énormissime, donc si vous n'avez pas aimé, ne vous dites pas que vous n'aimerez pas la littérature fantaisie japonaise, parce que c'est vraiment un amuse-bouche de ce que ça peut être. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que c'est une autrice française, et que moi mon but c'est quand même de mettre, c'est quand même déjà de mettre les Français en avant, et puis je trouve ça bien que les autrices, voilà, écrivent de la fantaisie, je trouve ça cool, mais ça l'a pas fait pour moi malheureusement. J'espère que ça l'a fait pour vous, et n'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé de ce livre bien sûr pour contrebalancer mon propos en commentaire, mais voilà, j'ai pas été très emballée malheureusement. Vous allez vous dire, c'est très fantaisie française aujourd'hui. Je fais oui, j'ai lu beaucoup de fantaisie française, et je vais vous présenter donc le deuxième poche que j'ai acheté cette fois-ci, que je n'ai pas reçu de la part de Pocket. Il s'agit donc le Sang des Sept Rois, le deuxième tome. Je vous avais présenté le premier tome il y a quelques mois maintenant. C'est vraiment le livre, je l'ai acheté pour la couverture.
Voilà, pour tout vous dire. Et parce que j'avais envie de soutenir la Talente, qui a décidé donc de sortir sa collection poche. Le 117 Rois, c'est une autre couverture, je vous la mets là, mais qui est assez connue, vous l'avez sûrement vu, c'est un livre qui avait déjà eu un petit peu de succès dans l'imaginaire français. Et donc en fait c'est une histoire qui m'avait plutôt plu dans le tome 1, même si j'avais quand même des petits points négatifs, du genre la précipitation des événements, et la réaction des personnages qui est pas du tout, il y avait un manque de crédibilité. Et parfois on retrouve ça dans le tome 2, voilà, spoiler alerte. Donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Orville. Orville c'est un soldat, donc on apprend toute sa vie et tout, et il y a 2 enfants qui sont enlevés, 2 adolescents qui sont enlevés dans le patelin où il travaille, ou du moins le patelin qui dépend du château dans lequel il travaille. Le roi, très inquiet de ce kidnapping, parce que bon, on enlève des gosses sur son territoire, il dit ça sent pas bon, voilà, surtout que les mecs avaient l'air un peu chelous, donc il se dit bah va les chercher Orville. Voilà, il l'envoie un peu comme un chien, du genre comme ça, vas-y, et puis un peu à la revoyure, et donc Orville part à la recherche de ces kidnappeurs, et on apprend vite dans le roman que le monde dans lequel se situe cet univers est régi par le sang bleu. C'est un sang qui coule bleu, merci Einstein, et donc ce sont un peu les mages de ce pays, ceux qui sont doués de magie, qui sont capables donc, qui ont ce sang bleu. Et toute cette problématique, c'est que le sang bleu, en fait, il y a un petit problème dans le récit, c'est que les gardiens dans le récit n'arrivent pas à avoir d'enfants sang bleu, ils n'arrivent pas à mettre enceinte des femmes, et en fait leur but c'est de mettre des femmes de noblesse enceintes. Voilà, donc c'est un peu le thème plus du tome 2, c'est plus ça. Et donc c'est un récit qui m'avait plutôt plu, malgré le manque de crédibilité et de rapidité. Tout simplement dans le tome 1, il y a une scène où le mec Orville tombe amoureux d'une femme en 2 lignes et lui déclare sa flamme de façon très passionnée, et donc à un moment je suis en mode oui, bon, c'est pas la meuf de ta vie si tu l'as vu 5 minutes, voilà, dans un donjon, se calmer 5 minutes. Et donc là, ce que j'ai beaucoup aimé, alors comme dans le tome 1, j'étais très vite dedans, genre j'étais à fond dedans, surtout que bah cette lecture-ci d'Anos des Renards, c'était, voilà, ça m'a un peu coupé. Et puis il y a d'autres lectures où j'étais en mode, je patinais un peu dans la semoule, sachant qu'avec le déménagement, le travail et tout, et surtout que je corrige un des textes des Trois Nords en ce moment, j'ai enfin corrigé, voilà, fini la dernière correction, ce qui fait, il doit être bientôt envoyé chez le correcteur, mais ce qui fait que j'étais énormément sur le texte, et dès que je suis énormément sur le texte, je suis chiante, voilà, parce que bah, tous les problèmes, tout ce qui est événements, tout ce qui est en fait travail éditorial, modification du texte et tout, je suis casse-pied au niveau du rythme et tout ça, et de la crédibilité et tout, tu vois, je suis casse-pied parce que ça fait que ça. Et donc en fait, dans celui-ci, j'ai déjà plus été dedans parce qu'on en apprend beaucoup plus, on va dire, sur le sang bleu et tout. Orville, on continue à le suivre, et au début c'est vrai que j'étais vachement dedans. Faut dire qu'à chaque fois en fait je suis dedans. Le milieu je trouve que c'est un peu creux, et la fin on est rededans. Du genre il y a vraiment un creux au milieu. Donc là il y a tout un truc avec des bateaux, des pirates qui veulent se venger parce qu'on les laisse à poil sur des plages, bref. Il y a quand même des situations assez cocasses, et il y a quand même de l'humour, et Orville est quand même un personnage attachant même s'il est preux, voilà, et même s'il fait des actions pas toujours bonnes, mais voilà, il y a quand même un petit cliché, je suis preux. Et on suit d'autres personnages, ils sont hyper attachants, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on suit beaucoup plus les gardiens. Je vous prévenir que celui-ci est assez violent, notamment sur les femmes. Alors, ce qui est assez compliqué dans ce récit, c'est que j'arrive pas à me positionner parce que donc il y a énormément de violence envers les femmes, mais ça répond d'une thématique du récit, c'est-à-dire que donc je vous expliquais que les gardiens essayaient d'enfanter des femmes nobles et que ça se passe mal, ils demandent pas la permission aux maris de ces femmes, voilà, si je peux vous dire, et puis même aux femmes, ils leur demandent pas la permission. Donc il y a des scènes qui sont assez descriptives, voilà, qui sont très violentes. Alors on n'a pas une description de l'acte, mais les personnages vous rapportent les actes, et c'est assez affreux, voilà, et donc on a tout ça, et en même temps les personnages sont tous un peu sexistes, voilà, dans la façon de traiter. Donc en fait je sais pas trop si le texte est sexiste ou l'univers veut dénoncer le sexisme, mais pour l'instant on n'est pas vraiment sur une dénonciation, même s'il y a quand même certains points, j'arrive pas à me placer en fait, j'arrive pas à comprendre où veut aller l'auteur pour l'instant. C'est pour ça que c'est une série qui est en 7-8 tomes, donc j'attendrai de dire à la fin de la lecture, voilà, pour vous faire un constat là-dessus. Mais c'est vrai que là, violence des femmes, on est dedans quoi, puis des trucs un peu, t'es en mode, il y a une scène j'étais oh, c'est un peu dégueulasse, voilà, on va pas se le cacher. Et donc, ce qui m'a un peu désarçonné dans celui-ci, c'est que, en fait, dans le tome 1, on suivait des personnages, voilà, et on les suit plus trop dans ce tome 2. Alors, a priori, je pense qu'ils vont revenir après, mais notamment, on suit une petite fille avec des dons, et là, on la suit pas beaucoup. Voilà, donc c'est un mode, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas eu donc ce point de vue-là. Par contre, la fin, les gars, donne super envie. Il y a un enfant psychopathe, alors dès qu'il y a des enfants psychopathes, je suis en mode, c'est bon,
on est passé, mais je trouve que la fin donne vraiment envie. J'ai vraiment l'impression que là ça a été une grosse introduction pour poser l'univers et que là, vu ce qu'on m'a dit, ça va chauffer après, du genre ça va y aller, on va avoir de la bagarre, ça sent la bagarre, mais Orville, les personnages sont attachants, l'univers est plutôt bien. Alors c'est pas un univers qui est hyper fouillé, mais je trouve qu'il est assez original, c'est assez bien écrit, ça se lit plutôt bien, et c'est un univers qui est où il y a plein de personnages et il y a du complot, il y a de l'action, en fait il y a tout pour faire un univers qui est assez palpitant. Après comme je vous dis c'est une série qui fait 7 ou 8 tomes, donc en fait vous parlez de la série qu'au tome 2, pour l'instant je peux vous dire que c'est sympa, c'est pas un coup de cœur, il y a quand même pas mal de défauts, que ça soit au niveau du rythme, que ça soit au niveau de la crédibilité de parfois des certains événements où on se dit ça tire un peu sur la corde quand même. Mais en même temps, moi j'accroche vachement au personnage, j'accroche un peu à l'histoire et j'ai envie de savoir en fait ce que ça donne parce que là on nous prépare, on nous pose les éléments et en plus ce qui est sympa c'est que dans les supposés méchants de l'histoire, il y a quand même plein de gens qui ont des visions différentes, il y a des choses qui parlent du deuil, de l'immortalité, il y a des thèmes qui sont hyper sympas. Bref, je vous recommande si vous avez envie de lire cette série, si ça vous a donné envie. Je vous promets pas que vous aimerez cette série pour tout vous dire parce que c'est une série qui prend son temps. Voilà, c'est pas une série où il y a de l'action toutes les pages, c'est pas une série où on va vous donner... Voilà, c'est pas de la fantasy à l'américaine dans le sens qu'il y a de l'action, ça pète dans tous les sens, qu'on est là pour attacher le page turner. Là on est vraiment dans de la fantasy qui prend son temps, assez... Qui décrit les éléments, qui pose des personnages où tous les personnages vont avoir un peu de background derrière, bref. Mais ça prouve qu'on peut faire de la fantasy française sur de grandes sagas adultes, donc plutôt sympa si ça vous tente. Enfin, je vous présente un autre récit de fantasy française, on est sur le Made in France aujourd'hui. Cocorico les amis, on sort donc un livre qu'on m'a envoyé, je l'avais pas demandé, mais comme je dis, c'est la seule maison d'édition en fait où je lis les livres qui m'envoient même si je les demande pas parce que ça a été une des premières maisons d'édition qui m'ont fait confiance et ils ont toujours la sagesse de m'envoyer des livres qui vont correspondre à ce que j'aime, contrairement à d'autres maisons d'édition où je vous présente pas les livres parce que je reçois des livres que je ne lis jamais, hein, pour tout vous dire. Donc il s'agit Le sang de la cité, capitale du sud de Guillaume Chamanidjian, donc aux forges de Vulcain. Alors ce livre, c'est un livre qui est tellement inspiré de la France du Sud, mais vraiment parce qu'en fait c'est de la fantaisie. Mais t'as l'impression que c'est vraiment la fantaisie française où on débouchonne la bouteille de vin, les gars. On suit un jeune homme qui travaille pour un personnage. En fait, le jour, il est coursier, il vend du vin. Alors, il y a tout un truc avec le vin, c'est assez original et c'est assez décontençant au début parce que t'es en mode... C'est entre l'historique et la fantaisie. Tu sens vraiment l'imprégnation française. Hein. Tu te dis, est-ce qu'il va y avoir une baguette géante qui va attaquer la cité? On sait pas. Mais donc, il y a ce mec qui vend du vin, qui fait tout son truc dans la cité. Il a une sœur qui est totalement tarée, c'est-à-dire que la nana, elle est folle. Voilà, pas d'autres mots. Elle est folle, donc il doit gérer sa sœur folle. Il travaille pour un mec qui lui demande quand même de faire des courses un peu étranges et surtout qu'il l'embarque dans des complots un peu compliqués. Et il fait sa petite vie. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que vraiment la moitié du livre c'est ça, c'est le mec qui fait sa vie, on le suit et on voit que progressivement il y a des gens qui le suivent et pourquoi et qu'est-ce qui va se passer et comment. Et ce personnage surtout il reçoit un livre qui raconte l'histoire de la cité, donc comme ça on a un peu de background dans l'histoire. Et il va vite rendre compte qu'il y a quand même des parallèles avec sa vie à lui, donc ça va un peu avoir des problèmes. Alors au niveau de l'univers, je vous dis, le côté vin français, c'est assez original, c'est assez rafraîchissant, ça prend son temps, c'est un récit qui est pas non plus, on va dire, violent, c'est un récit qui prend son temps. Ça se voit que il y a ce côté un peu insouciant, je sais pas, dans le récit qui est... par le biais du personnage assez sympa parce que c'est un jeune homme, voilà, donc il est confronté à des choses de jeune homme, le premier amour, les responsabilités, le fait de devenir grand, sa sœur à moitié folle qui doit gérer aussi, bref, toute cette histoire de la cité qui est plutôt bien. Alors en fait les maisons elles sont représentées avec une tortue, dauphin, tu sais, c'est des choses qui sont pas habituelles en fantasy non plus, c'est pas l'ours et le loup, quoi. On est sur des choses beaucoup plus méditerranéennes, je trouve, dans ce côté, voilà, un petit peu, voilà, on sort la bouteille, voilà, il y a un petit côté chaleur, oppressante, tout, j'aime bien. J'ai trouvé que c'était vraiment bien, le travail éditorial est magnifique, la couverture est super belle. Et donc, ce que j'ai apprécié dans ce récit, c'est tout ce traitement original qui n'est pas, je veux dire, hyper exploité, mais le fait que les idées, c'est rafraîchissant en fait, parce que il y a plein de choses originales et il y a des questionnements qui sont assez importants, notamment la ville, il y a beaucoup de transformations et on nous questionne en fait, il y a vraiment des questions d'urbanisation et je trouve ça hyper cool en fantasy qu'on aborde ces questions-là, choses qui traitent un peu des croyances et tout, qui sont assez intéressantes. Le personnage principal, moi je me suis vachement attachée à lui parce que c'est un mec gentil, voilà, vraiment c'est un mec gentil
qui fait sa vie peinarde et qui est confronté à plein de problèmes. Son boss est hyper atypique et puis bon, il y a toute une histoire que je peux pas vous parler mais qui est assez passionnante où t'es en mode oulala, oui c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Il y a des moments je suis en mode bon c'est chaud quand même. Donc ça pour l'instant ça a été un bon livre. Le seul truc c'est que j'ai quand même vu des articles, alors je ne sais plus si c'est Le Point ou je sais plus quel journal qui a dit que c'était la saga fantasy épique du moment quoi. On va peut-être se calmer les gars. Ça n'atteint pas un Abercrombie et tout. Hein. L'univers il est pas assez poussé. Tu vois que c'est une introduction d'univers et tout. C'est une fantasy qui est très sympa mais je classerais pas ça comme une fantasy génialissime. Hein. Je suis pas du tout d'accord. Parce que parfois vous m'envoyez des messages en disant ah il y a tel article sur tel livre. Je dis mais quand c'est des grands journaux comme ça, moi je me questionne si les mecs ils lisent beaucoup de fantasy ou pas. Hein, parce que souvent ils disent que c'est l'héritier de Game of Thrones tout ça. À chaque fois qu'ils reçoivent un livre de fantasy, comme ils en lisent pas beaucoup. Bref voilà, je vous dis, quand vous aimez la fantasy, je pense que vous pouvez être un peu décontenancé par le fait que l'univers est pas si creusé que ça. Et que le truc qui m'a un petit peu tilté, alors ça je sais pas si c'est un hommage ou pas, mais il y a quand même une grosse inspiration de Game of Thrones à la fin avec un mariage. C'est venu quand même... c'est une grosse inspiration. Donc en fait il y a eu un manque d'originalité sur la question, j'étais en mode... Ok, bon, ça en fait, George l'a fait il y a quand même quelques années, ça a marqué tout le monde est au courant, on va peut-être pas refaire le coup parce que là on s'y attendait. Donc c'est simplement ça, il y aurait eu un autre événement, je pense que je me serais dit bon, c'est quand même un univers vachement original. Là, ça a été un peu redondant, la fin est très sympa, ça me donne vraiment envie de lire la suite. Si je reçois le tome 2, je le lirai avec plaisir, mais c'est pas non plus un récit génialissime comme j'ai pu lire sur donc des livres. C'est un récit français original, si vous aimez le vin et tout, il y a vraiment un côté hyper intéressant et rafraîchissant que je peux que conseiller. Je peux pas vous spoiler mais il y a tout un côté fantastique qui est assez sympa. Il y a un côté... C'est étrange parce que c'est adulte mais il y a un côté magie qui est assez sympa et qu'on retrouve plus en young adulte je trouve qu'en récit adulte, mais c'est assez sympa de le trouver là. Donc il y a des bonnes idées. Il y a des idées qui sont un peu repompées, il y a des personnages intéressants, il y a un univers qui pour moi n'est pas assez creusé malheureusement pour faire de la vraie fantasy adulte, mais c'est prometteur pour un premier tome, je crois que c'est le premier tome de l'auteur. C'est le premier roman de l'auteur et pour un premier roman c'est plutôt bien, donc voilà, j'ai été embarquée dans le truc. Alors mais ne vous attendez pas à de la fantasy où ça découpe toutes les pages, à un world building de ouf et tout. Attendez-vous à un récit du genre ça coule de source, la Dolce Vita, voilà, on y va. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mais c'est français aussi, donc faut mieux soutenir les auteurs français de temps en temps quand même. Donc c'en est tout pour cette update lecture, donc ça n'a pas été des livres qui m'ont emballé de ouf. J'ai aimé, j'ai passé des bons moments de lecture, mais j'ai pas été en mode oh, ce livre est génial quand je l'ai fini. J'ai envie de retrouver ce livre est génial, parce que là j'ai un petit peu de mal. Faut dire que le sang des 7 rois, ça m'a quand même remis le pied à l'étrier parce que j'ai quand même traversé le désert avec les noces de la renarde, ça m'a un peu coupé, ça m'a fait une mini panne de lecture, surtout que je galère sur un autre livre que je vous présenterai en update lecture prochaine, où là j'ai mis beaucoup de temps à lire et je sais pas du tout comment vous le chroniquer parce que c'est le genre de livre où je suis assez neutre pour l'instant, j'ai envie de lire la suite en plus, donc je vous présenterai ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous lisez en ce moment, et je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures. Et on se retrouve dimanche 2, c'est le 2 dimanche, 2 mai pour un live, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va peut-être faire une petite activité. Je vais voir si je me motive, mais on va voir ça.